Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les sentiers du réel, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, en tout cas moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui c'est la dernière de la saison 3, et donc pour ce faire, un sujet plus qu'intéressant, comme chaque semaine, et depuis 3 ans maintenant, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début. Je suis vraiment donc ravi de vous présenter aujourd'hui Jean-François Maréchal. Bonjour Jean-François, comment vas-tu? Bonjour Alexis, je vais très bien, je suis très heureux d'être ici et je salue tous les internautes qui vont nous regarder. Alors, toi, tu es, on va dire, psycho-énergéticien. Tu vas un petit peu nous en parler de suite. Et tu vas nous présenter donc un sujet plus qu'intéressant, puisque, voilà, tu vas un petit peu, disons, pourquoi pas nous aiguiller, en tout cas, nous donner quelques clés pour pouvoir peut-être, en tout cas, quitter cette matrice, puisque on le sait très bien que les émotions, c'est très très important. C'est des sujets que j'ai déjà abordés sur la chaîne quelques fois. Les émotions nous contrôlent, et donc il est temps de contrôler nos émotions nous-mêmes. Parce que ça, c'est ça le but aussi de l'évolution. Ouais, sortir de nos Voilà. blocages qui nous empêchent d'évoluer spirituellement ou même en conscience, ça nous bloque totalement. Exactement. Alors donc, il y a aussi une thématique que j'adore reprendre dans ces émissions, c'est ces revirements professionnels ou de vie, on va dire, à 360 degrés. Pour le coup, toi, effectivement, tu as travaillé avant dans un système bien établi et tu as quitté ce système pour devenir ce que tu es maintenant aujourd'hui. Oui, tout à fait, j'en suis super fier parce que j'ai travaillé 30 ans comme manager. Et à un certain moment, il y a plein de gens pour l'instant qui le vivent et je le vois dans mon cabinet toutes les semaines. Donc il y a des gens qui en ont marre, qui ont plus de sens à leur vie. Et donc on commence à avoir la boule au ventre en allant au boulot, on commence à avoir des angoisses. Et donc soit on continue parce qu'on a peur et on se tape un burn-out ou un cancer, soit on décide de changer de vie. Et donc moi, de manager, je suis devenu thérapeute, hypnothérapeute. Et voilà, ça s'est fait de façon tout à fait magique, je dirais, parce que c'est un revirement à 360 degrés. Et en fait, ce sont des plaques de voiture qui m'ont dirigé vers ma nouvelle vie. Donc, en fait, ma compagne m'avait parlé d'un stage qui était donné par une Californienne qui s'appelle Tapas Fleming. Et c'était un stage de TAT. Et je connaissais absolument pas la psychoénergétique. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me disais, bon, c'est quoi voilà, t'es sûr Et puis, on a vu, mais tous les jours, des plaques TAT. Tous les jours, on voyait plusieurs fois par jour des plaques TAT. Ma compagne sort de son travail et du parking, la voiture devant elle, TAT. Alors elle me dit, écoute, c'est pas possible, on a des signes, on voit ces plaques en permanence, il faut quand même qu'on fasse le stage, etc. Mais elle me dit, moi j'ai pas le temps, j'ai trop de boulot, je le ferai pas. Je dis, si, tu vas voir, tu vas le faire avec moi. Et la vie a fait qu'elle a eu un problème physique quelques jours avant le séminaire. Elle s'est dit, tiens, allez, je vais quand même le faire avec toi. Et on est tous les deux plus jamais retournés au travail. On a décidé de changer de vie parce que quand on a découvert ces techniques, on s'est dit, c'est fantastique. Il y a une possibilité énorme de pouvoir aider les gens, de leur sortir de leur souffrance rapidement. Et donc voilà, on s'est formé avec, voilà, ce sont des techniques qui viennent principalement des pays anglo-saxons, États-Unis, Australie, Angleterre, etc. Et donc on s'est formé à ça et voilà, on est devenus thérapeutes tous les deux. Alors justement, la psychoénergétique, bon, tu en connais les origines, je suppose. Ça date, en fait, ça remonte pas à hier, je suppose. Non, effectivement, ce sont des techniques qui datent d'il y a une trentaine d'années maintenant. Un des premiers qui a lancé ça, c'est Roger Callahan, qui était un psychologue et qui a eu l'idée géniale d'associer la médecine chinoise avec la psychologie. Et il s'est rendu très vite compte qu'en utilisant des points d'acupression, on pouvait enlever des émotions négatives extrêmement rapidement. Et donc il s'est dit, qu'est-ce qui nous fait souffrir dans la vie? Ce sont nos émotions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et mettre au point comme outil, un nouvel outil qui puisse aller plus rapidement pour enlever ces émotions. Et donc Roger Callahan a mis ça au point. Et puis il y a
Gary Craig, qui est un élève de Roger Callan, qui a simplifié tout ça avec l'EFT, donc Emotional Freedom Technique. Donc Gary Craig a donné ça gratuitement au monde. Et c'est un outil fantastique qui a déjà aidé des millions et des millions de personnes. Et maintenant, il y a toute une série de nouveaux outils qui sont des dérivés de ces techniques-là, comme le Remap, comme Matrix Rim Printing. Ouais. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, Matrix Rim Printing. on revient à la matrice. C'est une reprogrammation de la matrice, parce qu'effectivement, c'est l'hypnose. En fait, il y a une partie d'hypnose dans ces techniques, et on va encrypter toute une série de systèmes d'alarme, de blessures, de croyances, etc., qui vont nous bloquer, et parfois jusqu'à la fin de nos jours, et qui nous empêchent d'évoluer, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, cette technique-là, ben, ça fait une trentaine d'années. Donc, il y a le Faster EFT. Faster EFT, c'est Robert Smith, c'est un Américain qui est un thérapeute génial. Il y a plus de 1000 vidéos sur Internet. Il y en a en français. Je vous conseille d'aller les voir, parce qu'il aide des gens de façon incroyable. Donc voilà, cette technique-là, bien, aux États-Unis, elles sont déjà en fait, elles ont été inventées par des psychologues, des psychiatres. C'est pas des techniques comme ça, c'est des gens qui ont réfléchi, et ils sont beaucoup plus ouverts dans les pays anglo-saxons au niveau des psychologues. C'est pas New Age, quoi. Voilà, donc c'est pas des techniques New Age, tout à fait. Donc comme je le dis, par exemple, le SCT, c'est une technique australienne qui a été mise au point par David Lake, qui est un psychiatre, par Steve Wells, qui est un psychologue, qui a été testé sur des centaines de cas à l'université d'Adélaïde. Et on remarque que ces techniques, en un mois, vous enlevez 30% de stress sans rien faire, juste du tapping. Donc ces techniques sont principalement basées sur le tapping. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y en a en Angleterre, par exemple, des thérapeutes comme moi, on travaille dans les hôpitaux avec des psychologues, avec des psychiatres, parce qu'on se rend compte que cette collaboration permet d'aller beaucoup plus vite dans plein de domaines. Maintenant, ici en Belgique, ça va peut-être mettre 20 ans avant d'être connu. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est l'avenir de la psychothérapie. Alors tu me disais, tiens, est-ce que c'est des techniques babacool? Mais non, c'est reconnu maintenant par l'Association américaine de psychologie. Donc il y a des psychologues qui sont formés à cette technique-là. Il y a plus de 52 études scientifiques universitaires qui prouvent que ces techniques-là fonctionnent. On les a comparées même à la psychologie systémique, à la comportementale, mais à des techniques énergétiques. Ce sont les plus rapides, les plus durables. Que dire d'autre? Donc, ça a été étudié aussi au niveau sanguin, donc avec des prises de sang. Donc, on s'aperçoit que en quelques secondes, le cerveau produit des hormones qui vont aller modifier l'information reçue par le cerveau limbique inconscient. On a remarqué aussi, c'est David Feinstein qui a fait des études au scanner, qu'après 1 minute de tapping, on modifiait les connexions neuronales par rapport à un problème. Donc, si vous êtes bloqué dans votre problème, vos connexions neuronales vont tout le temps fonctionner de la même manière. Après 1 minute de tapping, il y a déjà une modification. Ça veut dire que c'est comme si la caméra changeait d'angle par rapport à votre problématique et vous parvenez enfin à la voir autrement. Donc c'est vraiment des techniques, c'est plus babacool. Alors on essaye, effectivement, certains journalistes essayent de faire passer ça pour des techniques... de poudre de perlimpinpin. Voilà, et donc ils trouvent toujours des pseudothérapeutes qui n'ont pas été formés cliniquement ou de façon sérieuse. Et voilà, mais ce sont des techniques maintenant qui sont utilisées dans les pays anglo-saxons, qui sont utilisées par l'armée américaine maintenant sur le terrain, parce qu'ils ont découvert que simplement en prenant certains points d'acupression, on enlevait l'état de choc des soldats qui sont en état de choc, et juste en prenant certains points. Pour les vétérans de guerre, ce sont des techniques incroyables.
parce que en quelques heures, on peut remettre sur pied certaines personnes et je vais expliquer pourquoi et comment un peu plus tard. Alors effectivement, il y a plusieurs techniques, ça on l'a bien compris, mais comment ça fonctionne exactement? Alors, on va prendre des exemples. Si tu ouvres les yeux et que tu les fermes, en 1 seconde, avec ton cortex préfrontal, tu vas pouvoir analyser 40, 50, peut-être 60 informations sur les objets dans la pièce, sur les lumières, voilà. C'est 40, 50 informations par seconde. Pendant ce temps-là, tu as une autre partie de ton cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, qui est un cerveau archaïque inconscient, qui est le cerveau qui s'occupe de la survie de l'être humain. Le cerveau reptilien, éventuellement? C'est un cerveau... c'est à côté du cerveau reptilien. Donc, ce cerveau-là, il s'occupe des battements de ton cœur, il s'occupe de ta respiration automatique pour ta survie, mais il s'occupe aussi de te protéger. Et ce cerveau-là, il gère plusieurs centaines de millions d'informations, de bits par seconde. Donc ta vie n'est pas menée par ton petit cerveau conscient qui analyse que très peu d'informations par seconde, mais bien par ce cerveau limbique. Et il y a une étude japonaise qui vient de sortir maintenant qui prouve que notre journée est menée à plus de 85%, je pense, par ce cerveau limbique. Et donc on fonctionne un peu comme des robots et c'est lui qui décide pour nous ce qu'on va faire ou pas. Alors, l'exemple que je donne toujours, c'est les phobies d'araignées, par exemple. Quelqu'un qui a une phobie d'araignée, bien vous pouvez lui expliquer pendant 10 ans que la petite araignée qui est devant la personne ne va pas la tuer ou n'est pas dangereuse. La personne n'entend rien puisque ça fait partie de son cortex conscient préfrontal. Et qu'il y a eu un système d'alarme qui s'est mis dans son cerveau limbique. Moi, je traite l'inconscient. Donc le cerveau conscient, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est vraiment le cerveau inconscient. Je pense que c'est là que tous les problèmes se mettent, les problèmes et les blocages psychologiques. Donc, c'est un système d'alarme qui se met. Et comment ça se passe une phobie d'araignée? Bien souvent, il faut savoir que les enfants entre 0 et 9 ans sont sous hypnose naturellement. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune capacité de se dire « tiens, ce que je vis, ce n'est pas la réalité ». Et s'ils voient leur maman qui est en train de hurler quand elle voit une petite araignée comme ça, la petite fille ou le petit garçon se dit « mon Dieu, une petite araignée comme ça, maman elle crie comme une dingue, elle va mourir, ça doit être hyper dangereux ». Et bing, on se chope une phobie d'araignée. Ouais. Et donc, dire à cette personne tu ne dois pas avoir peur, etc., ça ne marche pas. Donc, il faut aller dans le cerveau inconscient. Et comment ça fonctionne? En fait, c'est un système d'alarme que l'inconscient met en place. Donc, il y a une glande qui s'appelle l'hippocampe, qui sont les bibliothèques de tous les dangers de la vie de la personne depuis sa naissance, même parfois avant. Et donc, ça scanne en permanence et il va chercher le fichier. Tiens, il y a une araignée dans le coin. Le fichier, super dangereux. Il envoie l'information à une autre glande qui s'appelle l'amygdale, qui va mettre des réactions de survie en place. Qu'est-ce que fait l'amygdale? Elle va vider tout le sang de ton cerveau conscient pour t'empêcher de réfléchir, puisqu'il faut mettre une réaction très rapide en place. Et il va envoyer ce sang dans les bras et dans les jambes pour fuir l'araignée, pour combattre l'araignée ou pour être pétrifié, faire le mort, parce que parfois quand on attend et qu'on ne bouge pas, ça passe. Ou les prédateurs chez les animaux, quand un chat attrape une souris et qu'elle ne bouge plus, ça ne l'intéresse plus. Donc on a ces réactions de survie qui se mettent en place. C'est comme l'étudiant qui a super bien étudié son cours, qui arrive à l'examen, il monte sur l'estrade, boum, panique. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout le sang s'en va se mettre dans les bras, dans les jambes. Il n'a plus accès à ses bases de données, c'est le but de la survie, et il a 0 pour son examen. Donc, les professeurs, ils doivent savoir que c'est une réaction neurologique et qu'il faut attendre un petit peu, simplement que la personne n'ait plus peur pour que le sang remonte et pour qu'il ait de nouveau accès à ses bases de données. Et donc, qu'est-ce que c'est un système d'alarme dans le cerveau limbique? Eh bien, c'est quelques images, c'est un petit film, c'est un son, c'est une odeur, et ça déclenche
les réactions de survie. Donc, par exemple, pour les vétérans de guerre, eh bien, il y a des vidéos sur Internet de Robert Smith qui travaille sur des vétérans de guerre qui sont drogués au crack, qui sont dans des pénitenciers. Donc, il va tous les ans à Abilidad, dans un pénitencier à Hawaï, pour travailler sur des gens qui sont en addiction de drogue dure. Eh bien, par exemple, un vétéran, il avait trois images et une odeur en tête. Et donc, il avait une image de son ami qui a sauté sur une mine, qui a perdu ses 2 jambes. Donc, cette image-là, Binks, elle est encryptée de façon hypnotique dans son cerveau limbique. Il a l'odeur de ses jambes qui sont brûlées, etc. Et il a une autre image où il rentre dans une maison et il mitraille. Et là, il y a une femme avec son bébé et il tue la femme et son bébé. Et donc, ils n'ont pas apparemment de cellules psychologiques, voilà, et il doit rester avec ça. Et donc, jour et nuit, il a ces images qui le hantent, qui reviennent instantanément, de façon incontrôlable. Si on parvient à enlever cette information, si on parvient à neutraliser les émotions, le problème disparaît. Et par exemple, les addictions, c'est une fuite. Le crack, c'était son moyen à lui de ne plus voir ces images et de fuir, d'arrêter ces images qui sont infernales dans sa tête et incontrôlables. Et donc, en travaillant un petit peu aussi, c'est un peu plus complexe, mais en travaillant un peu sur les rituels de la drogue, parce que le crack, on le fait entendre comme ça, et ça stimule le cerveau directement. En travaillant là-dessus, on peut stopper les addictions chez les gens. C'est la même chose pour l'alcool, c'est possible aussi parce que souvent il y a des images. Ces derniers temps, j'ai travaillé sur des alcooliques et il y a souvent l'image du papa qui est sous son lit d'hôpital, qui a eu un cancer, ou une personne qui a découvert son papa mort depuis une semaine, qui est en décomposition, et cette image-là est encryptée dans l'hippocampe et ça revient tout le temps. Et le seul moyen que la personne a, c'est de boire pour éviter le problème. Si on parvient à enlever cette image, à neutraliser cette image, le problème disparaît. Et donc pour les araignées, c'est la même chose. Dans mon cabinet, j'ai des araignées en plastique. Je peux prendre une araignée en plastique rose bonbon qui n'existe pas dans la nature. La personne consciemment sait que c'est un jouet en plastique inoffensif, mais l'inconscient, il n'entend pas de cette oreille. Lui, il a encrypté que c'était les pattes ou que c'était le corps de l'araignée. Et donc, la personne va préférer sauter par la fenêtre plutôt que d'affronter une araignée rose en plastique. Et donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas le cerveau conscient qui dirige la manœuvre, mais c'est le cerveau inconscient qui va décider qu'il faut fuir cette araignée. Donc, c'est vraiment cette programmation qui a été faite. Voilà, tout à fait. Et donc, avec nos outils, on a la capacité d'aller travailler sur l'inconscient pour enlever cette image et le problème disparaît. Voilà, c'est comme pour les problèmes d'avion, les gens qui ont des peurs dans l'avion, etc. On a des résultats très très bons parce que souvent ils ont été bloqués dans un ascenseur ou ils ont cette image-là. Et il suffit de nettoyer ça et le problème disparaît quasiment instantanément parfois. Donc, ma porte d'entrée, c'est l'inconscient. Et on va aller travailler sur cet inconscient, sur ce cerveau limbique pour enlever les images, les sons, les choses comme ça. Autre chose, c'est que notre passé n'existe plus. La seconde qui vient de s'écouler n'existe plus. Et donc tout notre passé, ce ne sont plus que des pensées, des souvenirs linkés avec des émotions positives ou négatives. C'est ça. Mais ça n'existe plus, ça n'existe que dans notre tête. Et donc, avec ces outils, et par exemple, Bruce Lipton, qui est un grand épigénéticien américain, disait que le tapping qu'on utilise sur les points d'acupression, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé jusqu'à présent pour aller se connecter sur le cerveau inconscient et pouvoir dialoguer avec ce cerveau inconscient ou nettoyer des programmes qui se mettent. Parce que ce sont comme des programmes, en fait, qui nous bloquent, et voilà. Donc ça, c'est ma première porte d'entrée. D'accord, ok. Alors ça, c'est naturellement l'apport de l'inconscient, ouais. Mais il y a aussi une entrée vers l'énergie.
Voilà, donc ça s'appelle de la psycho-énergétique. Donc effectivement, il y a une grande partie d'énergétique parce que on n'en tient jamais compte de l'énergie, en tout cas ici en Occident. Donc ni en médecine, ni en allopathie et encore moins en psychologie. Mais on a 100 watts de puissance en nous. Voyez, quand vous voyez quelqu'un qui est mort, vous voyez qu'il n'y a plus d'énergie. C'est devenu de la matière. Et donc cette énergie, elle est quelque part, elle existe. On soigne depuis 6000 ans en Asie avec l'énergie. Donc on a trouvé une momie qui date d'il y a 6000 ans sur lequel il y avait des points de tatouage. Et donc les chercheurs se sont demandé pourquoi il y avait des points comme ça à certains endroits. Ils ont découvert que c'était des points d'acupuncture. Et quand ils ont autopsié la momie, ils se sont rendus compte que les tatouages et les points de tatouage correspondaient exactement à des points d'acupuncture pour soigner la personne. Donc il y a 6000 ans déjà. Donc le génie de ces techniques, et je trouve ce qui fait sa qualité, c'est d'avoir associé l'énergétique et pas des aiguilles, hein, on va faire peur à personne, mais des points d'acupression ou des points de tapping, que ce soit sur les doigts, que ce soit sur le visage. On a des centaines de points sur nous et on a des câbles électriques. Ces câbles électriques s'appellent des méridiens. On disait toujours que c'était les Wawo, c'était les yogis indiens qui avaient inventé ça. Maintenant, des médecins coréens ont prouvé que ça existait. Et donc, il y a des machines comme ça qui s'appellent un Search and Steam. Et donc, il va trouver un point. Ça, c'est gros intestin 4. Et voilà, on a des points. Voilà. Par exemple, ici, retenez bien ces points-là. Vous le voyez. Sur l'index et sur le majeur, juste sur l'ongle. Le son se modifie. Voilà, donc il repère, le voltage est différent sur les points d'acupression et la machine va repérer les points, mais on en a des centaines sur le corps. Et donc, avec les techniques de psycho-énergétique, on a essayé de réduire au maximum le nombre de points qu'on va utiliser, parce qu'en tapotant sur des points ou en massant des points, en fait, on va créer une vibration comme un court-circuit dans les systèmes électriques du corps et ça va provoquer des changements. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas bien, quand on a un blocage psychologique? Eh bien, notre énergie, elle est comme ça dans tous les sens, on est perdu, on ne se sent pas bien. Quand on est de nouveau d'aplomb, qu'est-ce qui se passe? On est aligné. Centré, aligné. Voilà. Et les yogis et tout ça en parlent aussi. Tous les gens qui voient l'énergie, hein, il y a des gens qui naissent et qui voient les auras autour des gens. Hein, il y a les photos kirlianes maintenant qui permettent de voir ça de façon mécanique. Mais il y a des gens comme Yann Janssen, par exemple, qui est un professeur d'énergie subtile ici à Bruxelles. Marco Byrne, qui donne des séminaires de sortie de corps, par exemple. Eh bien, il voit les énergies. Et quand on s'approche de quelqu'un, il y a toutes des énergies qui se connectent au niveau des chakras, etc. Et donc, nous, on va utiliser ça pour débloquer des énergies. Parce que on a découvert qu'un problème psychologique ou un problème physique, c'est une énergie bloquée ou une énergie qui n'est pas à sa bonne place. Il suffit de la débloquer et de la remettre à sa place et le problème disparaît. Et donc maintenant, il y a toute une série de nouvelles thérapies qui sont des thérapies qui vont utiliser encore plus l'énergie, comme la logosynthèse qui a été mise au point par un psychologue clinicien hollandais qui travaille en Suisse maintenant, enfin depuis des années, et qui a remarqué que logos, le verbe des phrases, 3 simples phrases, permettent de débloquer ces énergies et de les remettre à leur bonne place. Et donc, il suffit de dire les phrases, votre inconscient va capter l'information. Hein. Votre inconscient, il est capable de lire un livre à l'envers, en tournant les pages à l'envers à cette vitesse-là. Quand on fait du photo-reading, par exemple, c'est des techniques maintenant, l'inconscient est capable de remettre le livre à l'endroit et vous pouvez dire ce qu'il y a dans le bouquin en photo-reading. Donc ça, c'est de nouveau de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Mais notre technique utilise l'énergie, mais l'hypnose aussi, et la PNL. Donc on a plein d'outils qu'on a mis ensemble pour aller rapidement. Donc c'est de la thérapie brève. Hein. Donc la moyenne chez moi, c'est 4-5 séances pour changer parfois des blocages qui datent de... Bah oui, parce que on sait très bien que les longues psychanalyses de 10 ans, en général, les gens qui subissent ce genre de psychanalyse, parce que là, oui, c'est vraiment subir, pour le coup, elles restent dedans, en fait. Hein, elles sortent absolument pas de leur je veux dire, chemin de vie, pour le coup, et il n'y a aucune évolution possible. Donc, alors,
nos techniques permettent une transformation. Ouais. Donc je n'ai rien contre la psychanalyse parce que je trouve, ou la psychologie, c'est tout à fait complémentaire. Les outils que j'utilise sont des outils complémentaires à la psychologie ou à un traitement médical. Donc moi je travaille en complément. Il y a parfois des médecins qui m'envoient des clients. La psychologie et la psychanalyse font appel au cortex préfrontal qui analyse que pas beaucoup d'informations. Donc le problème, c'est que c'est très bien, vous savez que c'est votre mère qui était alcoolique et qui a créé tous ces problèmes chez vous, mais so what? Comment on fait pour enlever tous les comportements de survie qu'on a mis en place, tous les systèmes d'alarme qui clignotent? Bon, c'est compliqué. Avec nos outils, et je pense que c'est vraiment l'avenir de la thérapie, on parvient à enlever des images, des comportements, même des croyances. On les nettoie, c'est vraiment un nettoyage. Hein. C'est comme si on prenait un programme obsolète dans un ordinateur et on va remettre un nouveau programme nettoyé et beaucoup plus positif. Et donc, voilà, c'est bien. On sait comment ça fonctionne, mais c'est très difficile pour les gens qui ont eu des traumas ou des choses comme ça, ou qui sont en syndrome de stress post-traumatique, de modifier leur comportement, parce que c'est le cerveau limbique qui décide, et tu peux danser sur ta tête, ça ne change pas, quoi. Donc un exemple comme ça, au pif, pas tout à fait au pif, mais les publicités subliminales, etc., ou toutes les publicités qu'on voit effectivement quand on est enfant, par exemple, justement, comme tu dis, l'alcool ou les cigarettes, etc., peuvent éventuellement, amener l'enfant plus tard à boire et fumer, et comme tu dis, parce qu'il observe ses parents qui consomment ces drogues douces, entre guillemets. Est-ce que justement la publicité travaille sur le même système? Alors, ça, c'est pas mon domaine de compétence, mais je pense que c'est de l'hypnose. Hein. Il y a des sociétés ont dépensé des millions pour voir si ça fonctionnait, et donc ça doit fonctionner. Et c'est maintenant interdit, je pense, les images subliminales, mais ça existait pendant un certain temps. Et effectivement, l'inconscient va encrypter l'information et ça va agir sur ses comportements. Voilà, mais ça, c'est pas vraiment mon domaine. Mais quand tu parles de gens qui ont des schémas répétitifs, ou on parle aussi de schémas transgénérationnels, ça veut dire qu'effectivement, le petit garçon qui a vu son papa alcoolique, et je le vois toutes les semaines dans mon cabinet, c'est que on ancre que l'alcoolisme, c'est la réalité, que les papas sont alcooliques, et voilà. Et donc la personne, même si elle a détesté ce père qui rentrait bourré, qui tapait sur sa mère, etc., adulte, à 80% de chances, soit de devenir alcoolique, soit de ne rencontrer que des conjoints alcooliques. Ah ouais, d'accord. Et donc, par exemple, la personne va avoir 50 beaux garçons devant elle. En un millième de seconde, elle va être attirée par celui-là. Et 2 semaines après, elle s'aperçoit qu'il est alcoolique comme son père. Et les gens me disent, mais chaque fois je tombe sur des mecs comme ça, comment c'est possible? Eh bien, c'est parce que l'inconscient a encrypté toutes ces images, et il n'y en a pas des centaines, c'est parfois 4-5 images de ce père alcoolique, et le cerveau limbique, il trouve ça très rassurant, lui. Il se dit, tiens, ma chérie, toi tu as vécu toute ton enfance avec un papa alcoolique, donc tu as survécu à ça, tu as mis toute une série de systèmes en place et de comportements pour survivre à ça. Un gars qui boit pas, nous on connaît pas, donc on va te remettre des gars qui boivent. Et ça arrive comme ça tout le temps. Alors qu'on a détesté ça, on se tape que des mecs qui boivent. Ou si on a eu un père maltraitant et rabaissant, eh bien on a 80% de chances de se retrouver avec un manipulateur pervers ou un narcissique pervers. Donc visiblement, il y a également une troisième porte d'entrée. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous préciser ça, Jean-François? Oui, en effet, donc il y a des études qui ont montré que quand on est en état de stress, eh bien le corps va produire et envoyer au cerveau du cortisol, qui est l'hormone de stress. Et donc, effectivement, quand on parle simplement du problème, par exemple, le deuil de mon grand-père qui m'a élevé, que j'adorais, etc. Et ça fait 10 ans qu'il est mort, et chaque fois qu'on énonce son prénom, qu'on parle de lui, la personne tombe en larmes et ne peut pas faire autrement. C'est incontrôlable. Et donc, chaque fois qu'il pense à son grand-père, il produit du cortisol, et
quelque part, il va augmenter le stress par cette production de cortisol. Qu'est-ce qui se passe quand nous, on travaille? Donc, les études montrent que si je prends un point comme par ici ou que je tapote sur des points, en 3 secondes, je vais notamment envoyer une hormone qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur qui dit « tout va bien, la vie est belle, détends-toi ». Donc, par exemple, les gens qui sont un peu déprimés, eh bien, ils ont un taux de sérotonine qui diminue et je pense qu'il y en a dans certains antidépresseurs pour rajouter de la sérotonine. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire « tiens, parlez-moi de votre grand-père » et en même temps, je tapote sur des points de tapping. Hein? Donc, il va y avoir un effet où je vais envoyer en 3 secondes cette hormone au cerveau limbique. D'accord. Et elle va dire, tu me parles de ton grand-père, mais je reçois la contre-information, détends-toi, la vie est belle, tout va bien. Et le cerveau limbique, il bug. Et il se dit, bah, tiens, moi, ça fait 10 ans qu'on me dit que je dois pleurer quand on passe à mon grand-père, et maintenant, on me dit que je dois me détendre. Ah ben, c'est que le problème a disparu. Et donc, il enlève le côté émotionnel, l'émotion, la tristesse, le manque de la personne. Bon, maintenant, j'utilise aussi des outils pour remettre du positif, parce que quand on enlève le négatif, on remet du positif, parce que ça crée quelque chose de beaucoup plus durable. Et donc, quand le cerveau reçoit cette information, ben, il se calme, il se détend, il dit « Ah ben tiens, c'est qu'il n'y a pas de problème ». Il enlève le système d'alarme. Et la séance après, la personne peut reparler de son grand-père sans plus pleurer. Moi, j'ai eu un monsieur qui est venu, ça fait 40 ans qu'il pleure tous les jours la mort de sa sœur. Et il a essayé plein de techniques, etc. Donc les gens viennent souvent chez moi parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution avec les techniques classiques de psychologie ou de psychanalyse, etc. Et donc, voilà, il faut essayer d'autres outils parce que ce sont des outils. À l'université, aux psychologues, on leur enseigne certains outils. Et maintenant, il y a une évolution très rapide au niveau d'autres outils qui sont peut-être plus rapides, comme ces techniques-là. Mais il y a de plus en plus de psychologues qui se forment. Je vois dans les formations qu'on fait, il y a de plus en plus de psychologues, même des psychiatres, même des médecins qui viennent se former à nos outils parce qu'ils se rendent bien compte que c'est des outils qui vont plus rapidement travailler sur les gens. Et donc, voilà, donc cette personne qui pleurait depuis 40 ans la mort de sa sœur, ben, il avait des images de sa sœur, il avait des émotions négatives, énormément de tristesse, etc. Donc j'ai été enlever ces images, j'ai travaillé sur la tristesse, on peut enlever des émotions, et j'ai été remettre des belles images de sa sœur, j'ai été remettre de l'amour, parce que en fait c'est qu'une histoire d'amour, les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'amour c'est pas triste, c'est quelque chose de beau. Le dire aux gens, ça sert à rien, mais en tapping, ça rentre comme un nouveau programme dans leur cerveau, et ils disent « Ah, mais oui, c'est vrai, c'est chouette, etc. » Et la séance d'après, la personne peut parler de son grand-père avec cette image, la nouvelle image de son grand-père souriant que je lui ai fait prendre dans les bras, et il a ressenti cet amour, et toute la tristesse s'en va, et il ne pleure plus la séance après. Et le client, disons par exemple, est-ce qu'il doit justement faire du tapping à ce moment-là quand il doit reparler de son grand-père, ou est-ce qu'il peut s'en... Une fois que le problème... Donc on utilise une échelle de 0 à 10. 10 c'est insupportable, la personne pleure ou est en colère, une colère énorme. Et 0, ça ne fait plus rien. Et donc évidemment on teste pour voir si... En fait, un problème, c'est comme une boule à facettes. Vous pouvez être en colère contre quelqu'un, on peut être triste de cette situation, on peut entrer en colère contre soi parce qu'on n'a pas su dire stop à cette personne ou on n'est pas parti, on aurait dû partir beaucoup plus vite. On peut avoir du dégoût. Donc, c'est comme une boule à facettes. Et alors, il y a parfois des gens qui viennent la séance après qui me disent « Ah non, ça ne marche pas votre truc. » Je dis « Ah bon ? Vous étiez en colère contre cette personne, est-ce que vous êtes encore en colère? » « Ah non, non, pas du tout, mais j'étais triste toute la semaine. » Ah ben, j'ai dit oui, mais ça c'est un aspect différent. Et donc, on continue à travailler les aspects différents, la tristesse, la colère contre soi, le dégoût. Et puis je teste et je dis, imaginez que cette personne est là juste derrière la porte et je vais la faire entrer. Et donc, quand je vois que la personne, elle s'en fout, c'est vraiment ça, ça devient de l'indifférence. C'est comme si le problème, on le voyait derrière une vitre. Tout à fait, absolument. En fait, les gens qui sont dans des problèmes psychologiques, ils sont acteurs, ils sont comme des acteurs de leur drame.
Hein, un traumatisme, c'est quoi? C'est quelque chose qui est arrivé il y a 40 ans, mais on a l'impression que c'est arrivé il y a 5 minutes. Ouais, c'est ça. Donc il y a un décalage dans le temps et la personne vit ça au quotidien comme si c'était arrivé il y a 5 minutes. Mais ça est arrivé il y a 40 ans, ça n'existe plus. Et donc une fois que le problème a disparu, eh bien, la personne ne doit plus faire de tapping puisque moi je vais tester et voir si c'est bien à zéro. Et par exemple pour les problèmes de peur irrationnelle dans les avions, je n'ai pas besoin d'aller dans un avion, ou les problèmes d'ascenseur, je n'ai pas besoin d'aller dans un ascenseur parce que l'inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Et donc, si je lui fais faire un petit film de toute la scène et qu'il n'y a plus aucun stress, dans la réalité, il n'y aura plus aucun stress. Et donc là, je peux être sûr que dans 95% des cas, le problème a disparu. Là, pour le coup, c'est presque... Enfin, moi, ça me rappelle un documentaire, je ne sais plus le nom assez connu, par rapport au quantique. Hein. Bon, tu vas me dire, je ne sais pas si c'est un rapport, mais voilà, c'est vraiment un autre point de vue, finalement, d'une situation bien précise qu'on peut vivre et qu'on peut effectivement changer complètement de point de vue par rapport à ça et repartir sur d'autres bases, quoi. Parce que, naturellement, on le sait bien, ce genre de situation, c'est infernal. C'est des programmations qu'on s'est soit faites tout seul, je pense que parfois ça peut arriver, mais ce sont des programmations qui souvent viennent effectivement de l'extérieur, d'une situation, et il n'y a rien à faire quand on est un petit peu trop sensible, on va dire, pour ne pas dire hypersensible, on se chope n'importe quelle, finalement, programmation, trauma, etc. Donc voilà, quoi. Et je pense que tout le monde, ouais, vu qu'on a été sous hypnose quand on était jeune, tout le monde a des casseroles, tout le monde a des griefs contre son père ou de la colère qui restent, et toutes ces choses-là, il faut nettoyer. Gary Craig, il dit, prenez les 100 cas qui vous posent problème dans votre vie, c'est-à-dire les personnes que vous détestez, qui vous posent problème, les personnes qui vous font peur, les situations qui vous font peur, tous les endroits où il y a de la tristesse chez vous. Vous prenez 100 choses, vous les travaillez en tapping, et le gros avantage de cette technique, c'est qu'on crée l'autonomie, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser partir le client comme ça, on va lui apprendre des techniques pour qu'il puisse l'utiliser chez lui et ne pas revenir chez nous toutes les semaines. Donc, on va permettre à cette personne d'utiliser ces outils, mais si par exemple vous prenez 100 problèmes dans votre vie et vous les nettoyez, votre vie elle va changer. Parce que quand vous changez votre réalité intérieure, c'est-à-dire que toutes vos pensées, vos comportements vont changer, votre réalité extérieure change. C'est ce qui est dingue, mais c'est parce que c'est de la psycho-énergétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la psycho-énergétique? C'est que si vous n'avez plus de colère contre une personne, je parle par exemple du harcèlement, hein, beaucoup de gens qui sont harcelés au bureau ou des enfants qui sont harcelés à l'école. Eh bien, si je travaille avec ces personnes sur leur peur, de nouveau, souvent dans l'enfance, ces gens-là ont eu un père qui était maltraitant ou une mère maltraitante. Et donc, il y a une étude, par exemple, ça c'est très intéressant, canadienne, qui a été faite sur 10 serial killers. Et ils avaient tué plusieurs femmes, etc. Et donc, l'étude consistait à leur montrer 10 femmes sur une vidéo sans son qui marchaient de profil dans un couloir. Et on leur a demandé laquelle vous auriez tuée. Et tous, en 2 secondes, ont choisi la même. Donc ça, c'est affolant parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose chez cette femme qui n'était pas... Effectivement, elle avait été agressée sexuellement. Et donc, dans son énergie, ils ont repéré... c'est des prédateurs, hein, ils ont repéré que c'était elle qui était la plus fragile et qu'il y avait un problème. Et donc, dans les cas de harcèlement, etc., ça arrive très souvent que ce sont des personnes qui ont été fragilisées dans l'enfance. Et le harceleur, il ne va pas chez quelqu'un d'autre, il va aller chez cette personne. Mais... quand vous travaillez sur cette personne, que vous enlevez ses peurs, que vous enlevez les images de l'enfance, etc., quasiment instantanément, le harceleur va aller emmerder quelqu'un d'autre. C'est ça, parce qu'il n'y a plus l'emprise. Voilà, l'énergie de la personne prouve qu'elle a plus peur, qu'elle a repris le contrôle de sa vie, et donc elle va... Voilà. Et j'ai eu un cas où le harceleur était muté la semaine après dans un autre bâtiment et n'a plus ennuyé ma cliente. Ça, c'était intéressant, en fait, ce que tu dis là. Là, c'est une petite parenthèse que je fais aussi. Hein. On fait beaucoup de parenthèses générales sur l'émission, donc c'est bien. Plusieurs sentiers, hein, comme tu connais. Et c'est vrai que je me dis que là, il y a vraiment une loi d'attraction quelque part. Encore une fois, justement, on en discutait un peu hors antenne. Et je me dis que là, pour le coup, le harceleur, enfin, donc les 10 serial killers qui ont fait ce test,
je veux dire, ils n'ont pas été attirés forcément par le physique, ils n'ont pas commencé à analyser telle démarche ou telle... Non, il y a eu vraiment une vibration, et en plus à travers un film, donc il faut le faire, quoi. Je veux dire, les personnes n'étaient même pas en face. Donc il y a quand même réellement une énergie au-delà de... Bien sûr, et les gens sentent cette énergie. Hein. Par exemple, j'ai un de mes profs qui s'appelle Yann Janssen, qui nous a fait faire un exercice. Il nous a mis à 10 mètres l'un de l'autre, et il a dit à un des deux, tu fermes les yeux, et quand la personne va s'approcher, tu dois ressentir si c'est positif ou négatif pour toi. À 10 mètres. Oh ouais. Et donc notre aura va jusqu'à 10 mètres. Et donc, si vous allez avec l'intention de tuer cette personne avec un couteau, déjà à 9 mètres, l'autre le ressent. Donc on a perdu ces sensations. Mais donc, parce qu'on est dans une société mentale où on réfléchit tout le temps, et on a perdu cette capacité d'intuition, d'énergétique, où on est capable de dire, tiens, cette personne est pas bien ou pas. Mais par exemple, quand on marche dans la rue, il y a des gens qui sont un peu chelous, on sent tout de suite à 10 mètres qu'il ne faut pas s'approcher de lui ou qu'il n'a pas une bonne énergie. Je prends toujours l'exemple du métro quand je parle des mondes de l'invisible dans les conférences, et je reviens toujours avec cet exemple parce que bon, à Bruxelles il y a énormément de transports en commun, le métro notamment, voilà, il y a beaucoup de monde qui est drainé chaque jour, et je me rends compte que j'observe parfois, et moi-même et d'autres personnes, parfois des personnes qui soit sont attirées par tel ou tel groupuscule de personnes, d'autres personnes vont par exemple s'écarter. Moi j'ai eu le sentiment par exemple sans regarder la personne, sans savoir physiquement à quoi elle ressemble, de sentir dans mon dos, comme tu dis, en plus de ça, là pour le coup c'est pas 10 mètres, c'est vraiment à côté, quoi. Tu sais, quand on est empaqueté dans le métro, et tu sens vraiment soit une énergie effectivement négative, et souvent je vais essayer de me dépêtrer de tout ça et d'aller un petit peu ailleurs si c'est possible. Par contre, tu as les personnes vers qui toi tu vas être attiré, alors bon, après on sait pas si on est négatif ou positif pour l'autre personne. Il y a des personnes vers lesquelles on est attiré irrésistiblement, et de façon irrationnelle, alors que c'est pas une personne pour nous. Et même à parler aussi, on a envie de parler à ces gens, on sait pas pourquoi, on les connaît pas. Donc il y a l'énergétique, et moi je fais de la psycho-énergétique, ça veut dire que par exemple, quand je travaille avec les gens, je suis à côté des gens. Je suis vraiment dans leur système énergétique. Et ça me permet d'avoir des informations, de ressentir ce qu'ils ressentent. Et quand je fais le tapping, donc je leur demande de répéter des mots, et ils me disent, tiens, c'est dingue, c'est vraiment ce que je ressentais, ou c'est vraiment les mots justes, parce que dans certaines techniques, on demande de ne pas s'impliquer émotionnellement, énergétiquement avec les gens, de rester vraiment à l'écart. Nous, c'est tout à fait le contraire. On va s'impliquer dans le champ énergétique de la personne parce qu'on va recevoir des informations, ça va nous aider à travailler plus rapidement. Donc effectivement, nous on parle beaucoup de la matrice ici sur la chaîne, alors quand on dit la matrice, c'est la Matrix, etc., avec Marc Gray notamment, avec d'autres invités aussi. Et en quoi, effectivement, alors on le sait très bien, les émotions, elles nous contrôlent, en tout cas pour l'instant. C'est vrai que tous les jours, voilà, on est, comme tu dis, contrôlé par nos émotions. Je dis, le but, c'est de nous réapproprier nos émotions, hein, c'est à nous de les contrôler, et pas l'inverse. En quoi ces traumas, justement, peuvent nous empêcher de sortir de la matrice? Parce qu'il y a aussi une évolution de l'humanité, ça on y reviendra à la fin de l'interview, parce que c'est super intéressant. Et je pense que voilà, on est bloqué dans cette espèce de programmation, on le sait très bien, une matrice, c'est comme un grand programme. Bon, là, je vous invite à aller voir les émissions que je mettrai en description. Mais voilà, il y a vraiment, d'après toi, un lien aussi avec ça. Alors, grâce à toi, je me suis intéressé à plein de choses et je me suis ouvert à plein de choses. Donc, ce thème de la matrice. Et donc, effectivement, le cerveau limbique, il n'a pas la notion du temps. Donc, une fois qu'on a un blocage comportemental ou une émotion irrationnelle, etc., ça va durer toute notre vie tant qu'on ne reprend pas le contrôle. Comme tu le dis exactement, toutes ces techniques, c'est reprendre le contrôle de notre vie, reprendre le contrôle de nos émotions, parce qu'elles créent des comportements, elles vont créer des croyances qui font qu'on va rester dans la peur, qu'on va rester dans la tristesse ou la colère toute notre vie. Et ça nous empêche effectivement de reprendre de nous réapproprier nos comportements, nos émotions, etc. Et ce qui fait souffrir, c'est d'avoir des émotions qui sont comme ça tout le temps. Ah oui.
qu'est-ce qui rend heureux? C'est d'avoir des émotions comme ça. Et je parlais tout à l'heure d'être acteur. Quand on a ces émotions comme ça, on est tout le temps acteur, on est dans nos drames. Et voilà, avec nos techniques, on va devenir spectateur. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que c'est comme si c'était sur un écran, là au fond, ou derrière une vitre. Alors on voit un gars qui saute, qui nous engueule et tout ça. Ça ne nous fait plus rien. Et c'est ça le bonheur. C'est d'être capable d'avoir des émotions sereines, positives. Et voilà. Donc ça nous empêche de sortir de la matrice parce qu'on est focalisé jour et nuit dans nos rêves, dans nos cauchemars, par cette problématique. Mon grand-père est mort ou j'ai pas fait mon deuil ou j'ai peur de ci ou j'ai peur de ça. L'araignée, voilà. Voilà, l'araignée. Et donc on ne parvient pas à retrouver cette paix intérieure qu'on a besoin pour s'élever spirituellement, pour élever sa conscience. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est, on en discutait, un problème de programmation génétique ou neuronale? Donc, on discute on a beaucoup discuté de sortir de la matrice. Et donc, il y a des gens qui en parlent, comme Marc, comme une Canadienne que j'ai découvert sur ton site qui s'appelle Supraconscience Vibratoire et qui parle de ces problèmes de gnose, de programmation, de double matrice de lequel on ne peut pas sortir, de l'incarnation qui est en fait un programme illusoire qui nous oblige tout le temps à revenir souffrir, etc. parce que certaines entités se nourrissent, c'est des parasites qui se nourrissent de nos émotions négatives, mais même de nos émotions positives. C'est pour ça qu'ils créent, alors selon elle, des archanges, des anges et des belles entités, parce qu'ils se nourrissent aussi des énergies positives. Et donc, ça nous oblige chaque fois, le tunnel de lumière, donc maintenant on commence à prouver scientifiquement qu'il y a des NDE, que ça existe, oui, bien sûr, qu'il y a des sorties de corps, donc avec Marc O'Byrne, Angie Vaudan, le docteur Denis Dorion, Charbonnier, aussi, notamment, voilà. Donc tous ces gens, ils ont fait, le docteur Charbonnier a fait des thèses de doctorat, il est anesthésiste et tout ça sur les sorties de corps et sur les NDE. Donc on commence à le prouver. Et donc il y aurait une double matrice qui nous fait qu'on se réincarne tout le temps et qu'on nous coupe nos mémoires. Alors que le but, ça serait d'évoluer, ça serait d'accumuler des connaissances et de la sagesse au cours de nos vies. Mais non, en fait, on nous coupe tout, on enlève notre mémoire et tu recommences à zéro, mon pote, et tu recommences à souffrir. Comme ça, nous, on peut se nourrir de ces émotions négatives. Et donc, cette dame dit qu'on a le choix aussi de dire non, je ne veux plus me réincarner. C'est ça, Donc, c'est très intéressant à voir. Si vous avez l'occasion, allez regarder ça. Et donc, moi, je crois qu'il y a un programme qui nous garde dans nos souffrances parce que ces parasites, ces archontes ou ces élémentaires se nourrissent de ces énergies. Et donc c'est super ce programme parce que dès que vous avez une enfance foireuse avec des parents qui vous maltraitent, etc., toute votre vie, vous allez être dans des émotions négatives, dans de la peur, etc. Et ça vous empêche d'accéder à un niveau de conscience supérieur qui va vous permettre de vous poser des questions parce que quand on est dans des peurs perpétuelle ou de la tristesse perpétuelle, on n'a pas l'occasion de se poser des questions, on met toute son énergie pour essayer de survivre. Et donc, je pense qu'il doit y avoir un programme dans notre ADN ou je ne sais pas quoi, qui fait que on reste bloqué dans toutes ces souffrances et ce n'est pas le cas dans le règne animal, par exemple. Ah oui, pourquoi d'après toi Eh bien, par exemple, on a découvert que une gazelle qui se fait attaquer par un lion, eh bien, elle va rester, et il y a des images comme ça, où on le voit, elle va commencer à trembler pendant 2 minutes, elle évacue son stress, elle se lève, terminé. Elle n'a plus ce blocage, la gazelle ne va plus paniquer ou rester pétrifiée chaque fois qu'il y a un lion qui va passer à côté d'elle. Le trauma est parti. Et il y a une technique qui s'appelle le TRE, qui a été mise au point par un médecin de guerre qui s'appelle David Berceli, qui travaille pour l'armée américaine, et qui s'est rendu compte que quand il y avait des bombardements, les enfants, ils tremblent. Ils tremblent comme des feuilles parce qu'ils ont peur, ils tremblent. Et les adultes, parce que c'est des adultes,
ils doivent rester forts, donc ils ne tremblent pas. Mais il a remarqué que les enfants, ils évacuaient leur trauma avec ces tremblements et qu'ils étaient beaucoup moins traumatisés en tremblant. Donc comme les animaux, en fait, voilà, ils évacuent ce trauma. Et donc il a mis une technique qui s'appelle le TRE où il met les gens sous tremblement et les traumas s'évacuent par le tremblement. C'est une autre technique. Ah ouais, d'accord. Même 20 ans, 30 ans après, hop. Voilà. Et donc, les gens commencent à trembler. Je l'ai fait moi-même, j'ai expérimenté. J'ai fait un séminaire avec David Berceli. Et donc, pendant 2 heures, vous tremblez. Et c'est incontrôlable. Mais il y a plein de choses qui s'en vont, qui sont nettoyées. Et donc, dans le règne animal, il y a ça automatiquement. Pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, on reste bloqué, scotché dans toutes ces souffrances. Oui, mais alors du coup, bon, moi je reviens toujours à cette question, je me dis toujours un chien battu, un chat maltraité, ou enfin, bon, peu importe, je veux dire, même un cheval, hein, je veux dire, tous les animaux finalement domestiques, parfois certaines personnes en communication animale, ils ont, ou quelques années après, ces chiens gardent quand même cette souffrance, apparemment, ces animaux gardent quand même cette souffrance. De nouveau, c'est pas ma spécialité, mais je sais qu'il y a des études qui ont été faites sur les animaux et que peut-être pas tous, je n'en sais rien, peut-être que les chiens ont une conscience plus évoluée que les gazelles. Ouais, c'est ça, c'est différent, ça je peux pas vraiment dire, mais voilà, et heureusement, je dirais qu'il y a ces nouveaux outils maintenant qui sont apparus et ça a mis quelques années, mais il y a plein d'outils différents, mais utilisant le tapping qui sont sortis. Et ces outils permettent justement de se libérer, de reprendre le contrôle de ses émotions, de sa vie. Et là, ça permet de s'ouvrir spirituellement, de permettre d'élever sa conscience et de plus être focalisé sur ses souffrances, sur ses problèmes psychologiques. Toute la journée, quoi. Alors justement, tu disais que tu faisais effectivement pas de la psychiatrie, donc pas on va dire des cas très lourds, parce que voilà, on pourrait, comme tu dis, parler pendant des heures. Moi, j'ai plein de questions à te poser, mais voilà, ce sera aux auditeurs et éventuellement, pourquoi pas, à laisser des questions dans les commentaires. Ouais, on pourrait parler par exemple de ces fameux cas justement dont on parle aussi sur la chaîne. Peut-être que tu connais ces fameux programmes de MK Ultra qui ont été mis en place durant la Seconde Guerre, etc. Enfin bon, bref, par les nazis, exactement. Voilà, ce sont toutes des choses qui, j'imagine, là, doivent être excessivement lourdes à dépêtrer des gens qui ont plusieurs alters, ego, etc. Donc voilà, ça c'est encore tout à fait différent. Mais toi, justement, sur quel type de problématique, toi, tu travailles en général ? Alors, je travaille sur toutes les problématiques psychologiques, mais pas psychiatriques. Donc, je fais de l'accompagnement pour justement, parce que la souffrance des gens, c'est juste des images, c'est juste des émotions. Et si on parvient à enlever ça... Des programmations, pour le coup. Des programmations, ils ont des ancrages hypnotiques dans le cerveau limbique. Et si on parvient à enlever ça, le problème peut disparaître très très vite. C'est ça. Donc, voilà, mais je travaille sur des gens qui ont des phobies, des addictions. Les addictions, je remarque qu'il y a toujours un trauma en dessous. Il y a des deuils qui ne sont pas faits souvent. Il y a des abus. Quand on est... Voilà, j'avais un client, à partir de 13 ans, il a commencé à boire de l'alcool dur. Et il en avait 45, il continuait, il était alcoolique. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé à 13 ans ? Il a dû se passer quelque chose, ou l'année avant, etc. Et il a commencé à rougir, il m'a dit, oui, mon père m'a abusé. Et donc, de nouveau, le seul moyen, c'était pour lui de boire de l'alcool dur et d'enlever ses images, etc. Donc, les addictions, ça marche très bien. Toutes les peurs irrationnelles, hein, la peur de l'avion, la peur de l'ascenseur, la peur des araignées. J'ai eu des peurs des clowns. J'ai une petite fille qui avait peur des clowns, une peur irrationnelle des clowns. Il suffisait de parler de clown, elle était debout sur la chaise tellement elle avait peur. Et donc j'ai découvert que quand elle était petite, on lui a acheté un tout grand clown comme ça, qu'on a accroché à son armoire. Et le soir, juste entre les deux rideaux, il y avait un liseré de lumière qui arrivait juste sur le visage du clown, comme ça.
Et en fait, cette petite fille, tous les soirs, le clown comme ça, un peu comme le clown dans Superman. Là, ou dans ça. Ouais. De Stephen King. Et donc, elle s'est fait une peur de ce clown qu'elle voyait toutes les nuits lui sourire méchamment. C'est affreux. Et donc, il suffit d'enlever cette image et le problème disparaît. Ou d'enlever le clown. Ou d'enlever le clown, mais elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans. Donc, mais bon, évidemment, toutes ses copines lui parlaient des films sur les clowns tueurs, etc. Et donc, elle était paniquée. Mais on peut avoir des peurs de tout. On peut avoir des peurs d'une plume, on peut avoir voilà. Le cinéma peut vachement, comme je parlais, la pub, l'audiovisuel, le cinéma peut justement placer des peurs chez les personnes ultra sensibles, et je dirais même, pour le coup, trop empathiques. Il y a un film d'Hitchcock où on enferme vivante une personne dans un cercueil. Oui. Et donc j'ai une personne qui avait ce qu'on appelle une claustrophobie, donc elle ne supportait pas les endroits clos, etc. Et j'ai remarqué que quand elle était petite, elle a vu ce film qui l'a marqué. Et donc cette image revenait et elle ne voulait pas être enterrée vivante, donc elle avait peur, etc. Donc je pourrais parler des centaines de cas, il y a des choses incroyables. Et parfois, ça paraît tout à fait anodin. On se dit c'est pas possible que cette personne soit aussi mal à cause de cette chose. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot. Donc une phrase assassine peut détruire une vie. Tout à fait. Donc j'ai un client qui est venu, qui était en surpoids, qui était alcoolique, qui avait pas de boulot depuis des années, qui était divorcé, pas de petite amie, etc. Et je commence à travailler. Comme je travaille avec le tapping, instantanément la personne sombre dans un état semi-hypnotique. Ouais. Donc elle n'est plus dans la pièce, elle est dans le trauma, dans tout ce que je lui dis. Donc je fais une anamnèse avant et je sais quelles sont les images qui déclenchent les émotions. Et donc je travaille là-dessus. Puis je la vois en train de pleurer, cette personne, et je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. » Elle me dit « Je suis né dans une poubelle. » Je dis « Ah bon, expliquez-moi. »« Oui, quand j'avais 6 ans, mon papa il m'a dit que j'étais né dans une poubelle. » Et donc, cette petite fille de 6 ans qui est sous hypnose, elle n'a pas la capacité de dire « c'est pas possible, c'est pas vrai ». Et donc, son père lui fait une grosse blague, et sa sœur, toute son enfance, lui dit « Ah, t'es né dans une poubelle, toi ». Et voilà. Qu'est-ce qu'une petite fille de 6 ans qui pense qu'elle est née dans une poubelle, qu'est-ce qu'elle pense d'elle? C'est qu'elle n'est pas désirée, c'est qu'on l'a trouvée, c'est que c'est un déchet, c'est que sa sœur vaut mieux qu'elle, etc. Et donc, toute sa vie, elle a raté ses études, elle a commencé à être négligée, etc. On a enlevé cette image où son père, elle voyait encore la couleur du papier peint, du lustre, etc. Elle avait encore l'image, on a effacé cette image. Toutes les fois, elle entendait sa sœur se moquer d'elle, on a effacé tout ça. Elle a commencé à perdre, en quelques mois, elle a perdu 20 à 30 kilos. Oui. Elle a arrêté de boire. Oui. Elle a repris un boulot à plein temps et elle a retrouvé un petit ami. Donc, une phrase peut être aussi traumatisante qu'un viol ou qu'autre chose. Fait, oui. Donc c'est tout à fait subjectif, la souffrance. Ouais. Alors toi tu utilises justement le tapping, est-ce que tu utilises d'autres techniques notamment peut-être plus spirituelles aussi éventuellement? Ouais, alors je remarque chez mes collègues et chez moi, etc., chez beaucoup de personnes, il y a une tendance à travailler une thérapie transpersonnelle. Ça veut dire qu'on utilise la spiritualité ou des choses comme les vies antérieures, comme l'incarnation, parce qu'on remarque, et de nouveau, c'est des psychologues cliniciens qui ont mis ça au point, donc c'est pas des babacools qui ont inventé ça dans leur coin, que on peut avoir des peurs toute sa vie, parce que alors, c'est peut-être de l'inconscient, c'est peut-être des fantasmes, c'est peut-être, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas certain que de l'incarnation, etc. Mais on a remarqué qu'avant de s'incarner, il y a certaines âmes qui ont déjà peur en voyant tout ce qu'elles vont vivre, etc. Il y en a qui disent je rebrousse chemin, moi je veux pas vivre ça. Et il y en a qui vivent et qui naissent déjà avec des peurs inconscientes, etc. Et quand on travaille avec la personne juste avant de s'incarner, donc c'est de l'hypnose, eh bien, on traite le problème là, on traite sa peur, et la peur disparaît dans la vie actuelle. Et j'ai des cas, et tous les hypnothérapeutes le connaissent, il y a des gens qui sautent dans des vies antérieures, où ils se retrouvent dans des époques qu'ils n'ont jamais vécues,
Alors on appelle ça, c'est peut-être des vieilles mémoires, c'est peut-être l'inconscient, j'en sais rien, ou c'est peut-être des vies antérieures. Le fameux déjà vu. Oui, déjà vu, c'est encore autre chose, mais là, ils se retrouvent soldats allemands, ou ils se retrouvent dans un désert où ils n'ont jamais été. On traite la peur, on traite le problème là, et ça disparaît dans cette vie actuelle. Et donc, de plus en plus de thérapeutes commencent à avoir des thérapies, ce qu'on appelle quantiques, ou des thérapies qui font appel à des dimensions différentes, plus spirituelles, où on intègre les vies antérieures, on intègre l'incarnation, on intègre le self. Voilà, c'est la tendance, je trouve, en tout cas chez les thérapeutes, peut-être pas chez les psychologues ou sans doute pas chez les psychiatres, je pense, mais peut-être certains. Ils travaillent avec autre chose. On essaye de travailler sur des problématiques qui sont plus larges que simplement notre petit corps de chair, notre petit ego, parce que je pense qu'il y a d'autres choses et on y arrivera certainement un jour à découvrir que ça existe. Et comme tu as dit au début de l'émission, effectivement, que c'est justement basé à la base sur la médecine traditionnelle chinoise, qui eux, effectivement, ne travaillent pas que sur le corps, mais travaillent surtout sur l'esprit avant tout. Et je pense que c'est l'un et l'autre sont de toute façon intimement liés. Donc, Et la psychoénergétique, ça lie le mental, le corps et l'énergie. Et donc on a 3 portes d'entrée qui sont beaucoup plus puissantes que, je pense, simplement parler du problème. Alors, parler du problème, c'est important de comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi on a ces réactions-là, mais comment on les enlève. Et donc, c'est là que moi, je peux apporter un accompagnement sur des problématiques très lourdes, parce que un viol, ce ne sont plus que des pensées, ça n'existe plus. C'est la personne qui revoit les images, qui voit les yeux de son agresseur, qui a encore l'odeur, peut-être des odeurs en tête, ça n'existe plus. Et donc, si on parvient à effacer ces images, la personne retrouve son bien-être, peut continuer à vivre normalement. Est-ce que la personne, parce que justement, on comprend bien que tout ça, toutes ces reprogrammations, on va dire positives pour le coup, est-ce que, moi je veux dire, dès que j'entends le mot programmation, je sais très bien, hein, on est comme tu dis, programmé quelque part, comme je le disais, par les publicités, par le cinéma, par tout ce qui nous entoure, par nos proches surtout, les parents en premier, ensuite c'est l'éducation nationale, parce que voilà, il y a quand même tout... On est formaté en fait, formaté complètement. À croire qu'on est notre corps, qu'on est notre ego, voilà. Alors qu'on est des êtres sûrement multidimensionnels, puisqu'il y en a qui parviennent à sortir de leur corps. Il y a plein de gens qui font des NDE, ça s'explique comment Ce que je veux dire, c'est que surtout, quand on reprogramme quelqu'un, il est bien sûr pas question de disons, de lui enlever toutes les émotions non plus. Non. C'est pas pour devenir des robots, je veux dire, voilà, sans âme et sans émotion. Est-ce que justement la personne qui éventuellement arrive à surpasser, à surmonter, et en effaçant justement ces mémoires du passé qui sont marquantes et qui l'empêchent d'avancer, est-ce que pour autant ça lui efface complètement la mémoire, dans le sens que ce viol, elle va pouvoir en reparler finalement, mais de manière sereine. Oui, sans émotion. Sans émotion. Ouais. Donc notre technique enlève les émotions négatives. Il faut être bien clair là-dessus. Ça n'enlève pas l'amour, ça n'enlève pas la joie, ça n'enlève pas... Mais ce qui nous fait souffrir, ce sont nos émotions négatives. Et en fait, notre cerveau limbique, c'est son rôle, c'est de nous prévenir qu'il y a un danger. Mais lui, il a pas la même logique que nous. Et donc, parfois, il intervient tout le temps. Hein. On a ces petites voix dans notre tête qui disent « Ah non, monte pas dans cet ascenseur, tu vas mourir. » Alors que 2 ans avant, la personne prenait l'ascenseur tout à fait normalement. Ouais, c'est ça, ouais. Hein. Et donc, ça n'enlève absolument pas les émotions négatives. Au contraire, ça va permettre à la personne d'être beaucoup plus stable émotionnellement, etc. Et donc, dans certaines théories qu'on développe sur ton site, eh bien, les parasites ne savent plus se nourrir. Tout à fait. Et donc, ça ne les intéresse plus d'aller chez vous parce qu'ils vont aller se nourrir chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a plus d'émotions négatives. Et donc, la Canadienne là, qui est sur ce site, elle explique que les pensées, ce serait aussi... Parce que les pensées, on a 65 000 idées par jour. Ouais. Il y en a peut-être 100 qui sont intéressantes pour communiquer, etc. Tout le reste, c'est du brouhaha mental dont on n'a pas besoin. Okay, oui. Pour ça que tellement de gens font de la méditation et tout ça. Et donc, nos pensées seraient aussi
alimenté par ces parasites pour créer ce brouhaha mental, pour nous mettre dans les émotions. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que quand on arrive sur certains lieux, par exemple, alors quand je dis des lieux, c'est des lieux où tu n'as pas forcément été, ou des lieux où tu as soit vécu quelque chose de fort il y a des années de ça, pour reparler avec cet exemple-là plutôt, parce que les lieux que tu connais pas, c'est encore différent, mais enfin bon, soit. Quand tu reviens sur des lieux, effectivement, où tu as vécu quelque chose, je sais pas si toi, ça t'arrive souvent, tu as, je veux dire, inconsciemment, un déclencheur. Soit l'événement que tu as connu, toi, il y a 20-30 ans, dans cet endroit, dans ce lieu, voire même, pourquoi pas, telle musique que tu écoutais et que tu étais là avec ta petite amie, je sais pas, toutes des choses qui ont marqué éventuellement, tu les revis, comme si c'était hier, en fait. Comme s'il y avait un égrégore qui restait là, dans un lieu, et il suffit que toi, tu te reconnectes à cet égrégore que une autre personne, un passant, ne va pas vivre, puisqu'il n'a pas vécu ce même, je veux dire, cette même émotion, ce même souvenir. Toi, tu vas vraiment te les reprendre en pleine figure, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, positivement et négativement. Hein. Alors, ton inconscient, c'est une machine de guerre. C'est la folie. Ton inconscient, il retient tout, même avant ta naissance, mais tout. Donc, on a fait des régressions calendrier, ce qu'on appelle en hypnose avec ma prof d'hypnose. Et donc, on faisait une régression avec quelqu'un et on devait donner les dates. Et donc, l'inconscient est capable de te dire que si le 6 juin 1994, si c'était un jeudi ou un mercredi. Donc, inconsciemment, sous hypnose. Donc, l'inconscient, c'est incroyable. Donc, il retient tout. Maintenant, de nouveau, c'est les systèmes d'alarme du cerveau limbique qu'il faut aller déconnecter parce que c'est eux qui créent la souffrance, etc. Mais voilà, c'est vrai que l'inconscient, on peut revenir sur un lieu et souvenir de détails d'il y a des années et surtout sous hypnose. Alors, est-ce que tu penses, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission, est-ce que tu penses que ces techniques, ces prises de conscience, parce que pour le coup, c'est des prises de conscience, là, je vais faire une petite parenthèse avant de poser ma question, parce que j'en ai plusieurs, je te dis, est-ce que la cliente, le client doivent venir avec déjà un esprit ouvert par rapport à ces techniques? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut être éventuellement un peu fermé à tout ça? Par conseil d'un ami, éventuellement d'une amie qui aurait, consulté éventuellement un thérapeute? Est-ce qu'il y a une ouverture qui doit être... Les clients qui me ramènent après plus de clients, c'est ceux qui n'y croient pas. Parce que quand j'y arrive... ils sont tellement bluffés qu'ils sont enchantés, ils vont m'envoyer le plus de clients. Non, il ne faut pas y croire parce que c'est une technique, c'est comme de la mécanique voiture, je dirais. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça peut fonctionner sur quasiment tout le monde. Alors il y a des cas qui prennent plus de temps, qui sont des gens qui ont des troubles de l'attachement, où ils ont une enfance pourrie avec aucune sécurité, où il y a tout à reconstruire. Alors là, ça prend peut-être plutôt 6 mois à travailler, ça prend plus de temps. De façon, Alors les gens qui sont très très forts dans le mental et dans le contrôle, c'est plus difficile pour moi parce qu'ils lâchent pas prise et qu'ils veulent tout contrôler, ils veulent contrôler chaque mot. Voilà, donc... Mais dans la plupart des cas, ça fonctionne bien. Et parfois, je me dis, tiens, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, la systémique interne se met en place. C'est comme une horloge. Si je tourne un petit engrenage là en dessous d'1 millimètre, il y en a un plus gros qui va tourner un peu plus, un plus gros, et l'heure ne sera plus jamais la même. Et donc, j'ai remarqué, et j'en parlais avec Gary Craig, qui est l'inventeur de l'EFT. J'ai fait une vidéoconférence avec lui et j'ai travaillé sur des cas d'alcoolisme et ça ne fonctionnait pas. Je dis, ah merde, ça ne fonctionne pas, etc. Et puis 3 mois après, la personne arrête. Allez, le jour même, il arrête de boire, il ne boit plus rien. Et donc, il y a toute une évolution interne et un travail qui continue après les séances parce que même si j'ai changé une petite chose, toute la problématique va se modifier et parfois ça fonctionne même si j'estime que la personne aurait dû travailler un peu plus. C'est ça, je pense qu'encore une fois, comme toute thérapie, et quand les gens vont voir leur médecin, etc., je pense que aussi la personne doit y mettre un peu du sien. Il n'y a pas que le thérapeute, je crois que c'est une combinaison, encore une fois, une alchimie entre le client et le thérapeute. Je pense que il y a vraiment c'est un duo finalement, c'est quelque chose qui doit vraiment se faire. Alors, c'est pas moi qui fais le boulot, il faut être clair, c'est la personne qui fait le boulot. Moi, je suis là pour guider,
pour l'accompagner. Mais si la personne... et parfois ils ont des raisons, et parfois c'est pas facile à trouver, ils ont des croyances limitantes et bloquantes qui font qu'ils ne peuvent pas abandonner leur problématique. Et ça arrive, les gens qui disent « si je ne souffre plus, qui vais-je devenir ?» Mon identité, c'est ma souffrance. Et donc je ne peux pas la quitter parce que ça fait trop peur à son inconscient de devenir quelqu'un qui ne souffre plus. Ça, c'est des problématiques bloquantes. Voilà. Par exemple, les gens qui n'ont pas reçu d'amour dans leur enfance, donc le papa absent, la maman qui ne sait pas dire je t'aime, qui ne fait pas de câlin, parfois la personne n'est pas désirée, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette personne va remarquer que quand elle est malade, on s'occupe d'elle. Et la maman, elle va venir un petit peu s'occuper d'elle, etc. Elle va lui donner un petit peu d'amour. Est-ce que c'est de l'amour? C'est juste un peu d'attention. Et donc, cette personne, eh bien, dans sa vie, elle va devenir malade régulièrement parce que c'est le seul moyen qu'elle a encrypté pour qu'on lui donne de l'attention et de l'amour. Et il y a des gens comme ça qui sont régulièrement malades parce que l'inconscient a estimé que voilà, c'est le moyen de recevoir un peu d'amour. Donc, c'est des programmes, de nouveau, qu'il faut aller décoder. Et ça, c'est mon boulot, d'essayer d'aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que la personne n'avance pas assez vite. Voilà. Mais bon, il y a des cas où il y a des gens qui ne sont pas prêts non plus à travailler, qui ont trop peur d'aller se confronter à leurs démons, à leurs peurs. Mais je dis toujours, quand vous êtes face à un démon, si vous lui tournez les dos, il va vous catcher quand même. Hein. Donc à un moment donné, il faut l'affronter et le catcher vous-même. Donc reprendre le contrôle de sa vie, et ça va vous permettre d'évoluer, de vous ouvrir à plein de choses, de sortir sans doute de cette matrice, ou en tout cas de prendre conscience qu'il y a une matrice. C'est déjà super important, c'est de prendre une conscience qu'on est contrôlé, que tout est fait pour nous laisser dans nos peurs, que tout est fait pour qu'on la ferme en fait. Hein. Ouais. Et justement, alors ma question en global, alors là c'est une grande question globale, en quoi tu penses que l'humanité pourrait évoluer avec ces thérapies, avec ces prises de conscience, encore une fois? Je pense déjà qu'on devrait travailler avec ces outils qui sont hyper simples et qui marchent hyper vite dans les écoles avec les enfants. Alors, au Brésil, dans les écoles, ils commencent les cours en faisant 5 minutes de tapping, même chez des tout petits, et ils tapotent mon problème. Donc, on travaille toujours sur le négatif, puisque la sérotonine va switcher en positif et va neutraliser le négatif. Et donc, on tapote mon problème. Et ces petits bouts, leur inconscient, il sait très bien c'est quoi le problème. Ah, c'est papa qui boit, ou c'est j'ai peur du noir, ou voilà. Et on tapote mon problème. Et ils ont remarqué qu'ils avaient des résultats en faisant simplement ce petit exercice-là avant de rentrer à l'école, que les gosses étaient plus concentrés, qu'il y avait des peurs qui disparaissaient, qu'ils étaient moins dans l'émotion, etc. Donc je pense que pour changer l'humanité, il faut changer toutes les casseroles qu'on se trimballe, toutes les blessures qu'on se trimballe. Ça nous empêche d'être des êtres, entre guillemets, éveillés. Hein, c'est comme chez les bouddhistes. Les bouddhistes, voilà. Le moine, il va monter la montagne pour essayer d'arriver à la sagesse. Il part avec un singe et un éléphant. Et le singe, c'est celui qui caquette, qui tourne autour de sa tête, qui l'empêche de se concentrer, etc. Et à un moment donné, il faut dire au singe, toi tu restes là, moi je veux plus, je monte avec l'éléphant qui est la sagesse, et je n'ai plus ce mental, ces émotions qui m'envahissent tout le temps et qui m'empêchent d'être qui je suis vraiment. Parce qu'en fait, le bébé qui naît, en général, il n'a pas de peur, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de tristesse, il n'a pas de colère. Hein? Sauf si, par exemple, il est mis en couveuse parce qu'il est prématuré, là, il risque de se sentir abandonné. Ou si vous avez le cordon, vous naissez, vous avez déjà le cordon, vous avez failli mourir. Il y a des angoisses qui peuvent surgir au long de la vie qui sont liées à ça. Mais voilà, on est le cœur de l'oignon, le petit bébé, il ne demande que de l'amour, de l'insouciance. Et puis on va lui coller des systèmes d'alarme, des blessures, des croyances, des trucs. Et à un certain moment de notre vie, on est comme des gros artichauts, des gros oignons. On ne sait plus qui on n'est plus qu'un robot qui fonctionne pour éviter nos blessures. Voilà. Et à un moment donné, je pense que tout le monde devrait enlever ses blessures et le monde irait beaucoup mieux parce qu'on ne réagirait plus dans l'émotion,
on serait... Vous savez, c'est comme un karatéka, quand on est aligné, on est dans le moment présent, on est juste, on n'a pas peur, on est fort, on prend les bonnes décisions, on est clair, et on peut... Voilà, mais si vous êtes avec votre énergie comme ça ne marche pas. Alors pour terminer, tu veux nous offrir un petit cadeau, on va dire d'entrée de jeu, c'est une petite technique ou éventuellement des petites techniques que les auditeurs pourraient éventuellement déjà un petit peu travailler avant d'aller voir un thérapeute. Exactement, parce que l'avantage de ces techniques, c'est de créer l'autonomie, c'est de permettre aux gens d'effacer, de déprogrammer toute une série de choses eux-mêmes. Alors c'est évidemment pour des grosses problématiques, c'est plus facile avec un thérapeute parce qu'il a le recul et ça va aller plus vite. Mais on peut déjà travailler sur toute une série de petites peurs, de petites angoisses, de choses comme ça, et reprendre le contrôle grâce à des points d'acupression. Donc un point qui est très très puissant, c'est gros intestin 4, donc c'est entre le pouce ici et l'index. Tu remontes bien la caméra. Voilà, donc vous prenez le point des deux côtés et vous massez ici ce point. Donc quand vous avez des angoisses, des paniques, des choses comme ça, simplement le fait de masser ce point va vous aider parce qu'on va envoyer de la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone, c'est un peu comme un antidépresseur naturel sans effet secondaire, en 3 secondes au cerveau, et ça va vous dire « détends-toi ». Ça va aller, t'inquiète pas, etc. Donc ça, c'est un point de remap, ce qu'on appelle, c'est Steve Reed, un Américain, un psychologue américain qui a mis ça au point. Et il y a toute une série de points qu'on peut prendre partout qui vont aider. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. Une petite technique que j'adore, qui fonctionne super bien, c'est le SET qui a été mis au point par David Lake, un psychiatre anglais, et Steve Wells, un psychologue australien. Donc, ce n'est pas du wow-wow, hein, vous voyez que c'est des gens sérieux, qui a été étudié à l'université d'Adelaide, je l'ai déjà dit. Donc, c'est le tapping sur l'ongle de l'index et du majeur. Donc, c'est tout simple, il suffit de faire ça, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Donc, on tapote comme ça. Voilà, on n'est pas obligé de faire comme ça, ça s'appelle SET, Simply Energy Technique. Ça veut dire que vous pouvez le faire n'importe quand, n'importe où, très discrètement. Voilà, vous n'allez pas le voir. Il y a des gens qui ont super peur de leur boss au bureau quand ils ont une réunion et donc ils sont pétrifiés de peur devant ce boss, ils bafouillent, etc. Eh bien, tapotez sur votre index et sur votre majeur comme ça, tout simplement, ça va avoir un effet. Donc, ça a plusieurs effets. Le premier effet, comme je vous l'ai dit, ça envoie de la sérotonine au cerveau. En 3 secondes, vous allez recevoir l'information « calme-toi, détends-toi, ça va aller ». Plus vous le faites, donc je vous conseille de le faire 5 minutes par là, vous regardez votre journal télévisé, ben vous tapotez, même si vous n'avez pas d'émotion, vous tapotez. La première semaine, vous tapotez le plus souvent possible. Vous allez vite tapoter pendant 1 heure, hein, dans le bus, dans le tram, au lieu de rien faire, vous tapotez. Donc vous allez envoyer de la sérotonine en permanence, mais ça va devenir un ancrage hypnotique. Qu'est-ce que ça veut dire un ancrage hypnotique? C'est que votre inconscient, il se dit « Ah, on me donne l'information que je dois me calmer. » C'est comme les méditants, c'est pas pour rien qu'ils font comme ça ou qu'ils font comme ça. L'inconscient, il se dit « Ah, on va méditer, bing, je mets tout en place pour que ça aille très vite pour méditer. » Et donc, plus vous allez le faire, plus votre inconscient sait que c'est le moment de se détendre, il faut se calmer. Ça, c'est l'ancrage hypnotique. La troisième porte d'entrée, c'est que quand vous faites comme ça, vous utilisez déjà toute une partie de votre cerveau. Oui. Et vous devez vous concentrer pour faire le tapping. Même si ça a l'air facile si je ne fais pas attention, les pensées ne savent pas arriver. Qu'est-ce qui fait qu'on pète les plombs, qu'on a peur? C'est qu'on a 10 pensées en même temps qui disent « attention, fais gaffe, c'est dangereux, etc. » Quand vous faites ça, il y en a peut-être 1, 2 qui va pouvoir passer parce que vous êtes concentré sur votre tapping. Et vous allez sentir que l'émotion, plutôt que d'être dans tout votre corps, elle va aller se mettre dans le bout de vos doigts. Et c'est beaucoup plus agréable que de l'avoir la boule ici, ou dans la gorge, ou sentir la panique monter. Donc, vous faites ça directement. Quand vous avez des émotions négatives, hop, on tapote. Et donc, le quatrième moyen, l'aide que ça va apporter, c'est qu'on fait vibrer de nouveau ces câbles électriques, ces méridiens qu'on a dans le corps, et ça crée des bugs, et ça va aller modifier des choses qui tournaient toujours de la même manière tout le temps. Donc, simplement ça,
Voilà, quand vous avez quelqu'un, vous avez votre ex-mari que vous supportez pas, vous êtes en colère, qui vous téléphone, vous voyez son nom apparaître sur votre GSM et boum, s'il y a la boule qui arrive, de l'autre main, vous commencez à tapoter et vous allez voir que vous n'allez pas péter les plombs, que votre émotion va rester canalisée parce que vous faites simplement ce petit tapping. Et plus vous allez le faire, dans le cas d'addiction, faites-le. Hein, vous tapotez comme ça et même si j'ai envie de vider cette bière, voilà, vous dites dans votre tête, je m'ouvre à la possibilité de ne pas le faire cette fois. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous sort de votre cerveau inconscient et ça vous permet de revenir dans le cerveau conscient. Et quand vous êtes dans le cerveau conscient, vous avez le choix. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes dans votre cerveau limbique, c'est lui qui décide, etc. Le fait de faire ça, ça va vous sortir de votre inconscient, de dire cette phrase, tiens, même si je crève d'envie de finir cette bouteille de vin, je m'ouvre à la possibilité de ne pas le faire. Et toujours en faisant le tapping, parce que c'est ça la clé, c'est le tapping, vous allez voir que, ah tiens, allez, là, ce coup-ci, je ne vais pas le prendre. Hein? Donc, dans les cas d'addiction, ou le chocolat, ça peut être n'importe quoi, les addictions, sûr, le sucre, etc. Ok, avant de le prendre, allez, je m'ouvre à la possibilité de ne pas le prendre cette fois-ci. Et donc, vous allez voir que votre inconscient va lâcher prise et vous allez pouvoir dire, ok, cette fois-ci, je ne le fais pas. Ça ne marche pas à tous les coups au début, mais vous allez voir qu'il y a une progression et que plus vous allez le faire, votre inconscient va dire, ah, signal qu'on va se détendre et qu'on peut faire autrement. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est tout simple. Maintenant, il y a des dizaines de vidéos sur le net, sur l'EFT, Emotional Freedom Technique. Regardez le Faster EFT, c'est un gars incroyable, c'est Robert Smith. Il a des milliers de vidéos. Vous allez voir des transformations de gens en quelques minutes parfois. C'est incroyable. Alors, on n'apprend pas ça aux psychologues, aux psychiatres. J'espère, je prie le Seigneur que bientôt on va pouvoir leur apprendre toutes ces techniques parce que le monde, effectivement, pourra changer parce qu'on n'aura plus nos comportements, nos programmations, nos peurs. Voilà, la peur, ça ne sert à rien. Ça n'aide en rien. C'est juste limitant, c'est juste bloquant. Et quand vous avez plus peur, vous allez pouvoir entreprendre des choses. Déplacer des montagnes, je dirais. Voilà, déplacer des montagnes parce que voilà, la peur, ça sert à rien. La peur de mourir, ben, si ce n'est qu'une illusion, notre vie, et qu'il y a une vie après la mort, et on commence à le comprendre maintenant, ben, c'est pas grave, on meurt, on revient, et puis... de toute façon, c'est les vacances après. Donc, ouais, voilà, exactement. On ne doit plus avoir peur de mourir. Exactement, et en espérant que le soleil soit quand même au rendez-vous. Bon, alors justement, on est arrivé à la fin donc, de cette dernière vidéo de la saison 3. Mon cher Jean-François, comment est-ce qu'on peut te contacter? Je sais que tu as un site également. Donc, j'ai un site internet qui s'appelle www.énergie de vie, énergie au pluriel de vie, tout collé.com. Donc, ça, c'est mon site internet. Et là, vous aurez toutes les solutions pour me contacter. Il y a un détail aussi des techniques que j'utilise qui explique un peu ce que je viens d'expliquer ici. Voilà. Donc, voilà. Ok, bah écoute, c'est vraiment très gentil de ta part de ton déplacement, parce que je sais que tu as énormément de choses encore à faire dans la journée. Donc en tout cas, un grand merci, et c'est très très intéressant aussi, parce que ça a répondu, je pense, à pas mal de réponses par rapport aussi donc, à cette problématique, question sur la matrice, par rapport justement à l'énergétique. Finalement, on est des grosses piles énergétiques avec visiblement donc, des blocages, des bugs. Et je dis craquons la matrice, sans mauvais jeu de mots, parce que je sais que le crack t'en a parlé, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Craquons la matrice, craquons le cerveau et récupérons notre pouvoir. Et voilà, c'est des outils qui sont faciles, qui sont rapides, accessibles, même soi-même. Le but de Gary Craig, c'était de donner ça à la planète pour que la planète aille mieux. Donc utilisez-le parce que vraiment je l'utilise tous les jours. Voilà. C'est des outils qui aident vraiment les gens rapidement et c'est formidable. Et pas besoin de faire des ateliers de 3-4 000 euros donc, pour prendre ces techniques. Je pense. Alors, ça, je sais pas, parce que les formations, ça coûte quand même bonbon. Ouais, mais enfin, on se comprend. Je veux dire, c'est les thérapeutes américains. Pour devenir thérapeute à ce moment-là. Mais... Oui, pour devenir thérapeute. Ouais. Mais si vous pouvez apprendre, parce que rien que le niveau 1 en EFT, vous allez pouvoir vous aider vous. Et puis le niveau 2, vous allez pouvoir aider des gens.
Mais tout simplement, il ne faut pas nécessairement être thérapeute. Une fois que vous avez compris que toutes vos souffrances, ce sont que des pensées et qu'on peut les faire disparaître, c'est cool, c'est facile, ça part vite. Voilà, mais les gens qui sont dans leurs blessures, dans leurs souffrances, ils ne voient plus ça. Donc voilà, mais ce ne sont plus que des pensées. Et ces pensées, ça peut partir comme ça. Je pense que de toute façon, encore une fois, ça appartient à chacun de dire je décide de ne plus être ce corps de souffrance, de ne plus être cette souffrance, parce qu'il y a des gens qui, effectivement, comme tu l'as très bien expliqué, restent dedans par confort. Voilà, je pense que s'il n'y a pas d'autre... Je pense pas que c'est confortable, par peur d'aller voir ce qui ne va pas chez eux. Quoi. Voilà, donc c'est à la personne quand même à faire cette démarche aussi, je pense. Et cette démarche est déjà, je pense, un pas vers une guérison certaine, en tout cas. Grand merci Jean-François. Je te remercie. Et merci pour tout ce que tu apportes, toutes les vidéos que tu ouvres les consciences et je regarde beaucoup de vidéos et c'est vraiment super intéressant. Merci pour tout le boulot et ce changement de vie que tu as fait comme moi. Là, tu as remis un sens à ta vie et tu peux être fier de ça. Merci beaucoup Jean-François, et c'est vrai que je fais de mon mieux en invitant des gens comme toi, des gens qui viennent parler librement et de manière très fluide et très intéressante. Voilà, en tout cas, chers auditeurs, n'oubliez pas, donc c'est la dernière émission de la saison 3, nous on se retrouve en septembre, passez de très bonnes vacances, et si vous n'avez pas l'occasion de prendre des vacances, en tout cas prenez l'air, marchez un bon coup en forêt, détendez-vous, même si vous êtes au boulot, essayez de suivre, pourquoi pas, les techniques de Jean-François, entre autres, et, enfin, qui ne sont pas les siennes, mais enfin on se comprend, et celle qui nous a apprises aujourd'hui. En tout cas, grand merci. N'hésitez pas donc à vous abonner, à partager, à commenter cette vidéo, et moi je vous retrouve de toute façon à tout bientôt en septembre. Donc salut à tous, ciao ciao.